Tout le monde aime parler de Dubaï, que ce soit en bien ou en mal, que ce soit pour critiquer son esclavage moderne ou son désastre écologique, son côté superficiel ou son manque de culture. Dubaï serait sans âme. Moi, ça fait bientôt 2 ans que je vis à Dubaï, 2 ans que je suis parti de France pour vivre ici, et je voulais partager avec vous mon avis honnête. Ce qui est bien, ce qui est moins bien. Alors certains voient ça comme le paradis des entrepreneurs et des influenceurs, la ville où tout est possible. D'autres voient Dubaï comme une méchante dictature qui vole les passeports et esclavagise leurs travailleurs. Mais qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis pour que d'ici la fin, vous puissiez choisir d'aimer Dubaï ou pas. Donc je m'appelle Quentin Merle-Dubourg, je suis entrepreneur, je fais autour de 500 000 € par mois avec Teliosa.com, une entreprise que j'ai créée avec mon petit frère, dans laquelle on aide d'autres entrepreneurs à développer leur activité pour faire 50 000 € par mois, 100 000 € par mois, 300 000 € par mois, voire même 500 000 € par mois. Et si je fais ces vidéos, c'est pour que vous puissiez avoir des résultats qui sont dans l'idéal encore mieux que les miens. Alors pour Dubaï, quels sont les avantages? Le plus gros avantage, et ce qui fait quand même que la majorité des gens viennent à Dubaï, si on veut être honnête, c'est qu'il n'y a pas de taxes. Alors depuis pas très longtemps, il y a un impôt sur les sociétés qui est à 9%, mais il n'y a pas encore d'impôt sur le revenu. Et ça, évidemment, quand on vient d'un pays comme la France, c'est game changer. Parce qu'en France, on paye l'impôt sur les sociétés, on a l'impôt sur son salaire, donc l'impôt sur le revenu. On a des impôts un peu partout quand même en France, si on veut être honnête. Il y a des taxes sur tout ce qui peut être taxé. Et vu le nouveau gouvernement qui se met en place, les choses n'ont pas l'air de s'arranger, ça a même l'air de s'empirer. Alors qu'à Dubaï, déjà avant, il y avait 0% de taxes, 0% d'impôt sur les sociétés, 0% d'impôt sur le revenu. Et c'est ça qui change beaucoup les choses. Parce que par exemple, en France, si vous investissez votre argent, déjà avant que vous puissiez l'investir, vous avez dû payer des impôts dessus, l'impôt perso ou des impôts pro. Et ensuite, sur cet argent avec lequel vous avez déjà payé de l'impôt, en fait, vous allez repayer de l'impôt sur les gains que vous faites. Et en fait, c'est ça la différence avec Dubaï, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Alors ça va sûrement changer à un moment. On voit que la tendance, elle est plutôt à plus d'impôts que pas d'impôts. Et je pense que c'est plus sous la pression de l'Europe, honnêtement, que Dubaï fait ça, pression de l'Europe, pression des États-Unis, je ne sais pas exactement. Mais il y en aura peut-être à un moment. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, il faut en profiter. Et c'est ça qui est game changer. Parce que du coup, c'est de plus en plus facile de gagner de l'argent. Alors qu'en France, c'est pas de plus en plus dur non plus, mais c'est juste qu'à chaque fois, l'État français vient ponctionner quand même pas mal d'impôts. Deuxième point que je trouve super intéressant, c'est le message que renvoie la ville. Il y a un article de Paul Graham, un grand investisseur américain qui a créé aux États-Unis ce qu'on appelle le Y Combinator. Donc c'est un accélérateur, un incubateur, accélérateur de start-up qui marche très bien. Par exemple, Airbnb sont passés par là, Stripe est passé par là. Et donc Paul Graham est un des cofondateurs de ce Y Combinator. Il a écrit plein d'essais sur Internet. Donc c'est des articles qui sont super intéressants si vous êtes entrepreneur. Il y en a un dont le thème, c'est quel est le message inconscient que te renvoie la ville. Parce qu'en fait, il explique que chaque ville te renvoie un message inconscient. Et c'est important parce que ce message, obligatoirement, il va rentrer dans ta tête et on ne peut pas y échapper. Et il disait que par exemple, aux États-Unis, le message que te renvoie San Francisco, c'est quel est l'impact que tu as sur le monde. On s'en fiche que tu sois riche ou pas riche, mais c'est quoi l'impact? Par exemple, si quelqu'un est très riche, mais qu'il n'a pas un impact positif, les gens, ils le considèrent pas trop. Si quelqu'un, c'est un héritier, ils le considèrent pas trop. Ce qui est important, c'est l'impact. Donc ça, c'est à San Francisco. À New York, par exemple, c'est différent. Il disait le plus important, c'est l'argent. Et que tu sois riche héritier ou riche self-made man, c'est-à-dire que tu te sois fait tout seul, finalement, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on voit, c'est juste que tu as beaucoup d'argent. Donc, le message que te renvoie New York, c'est « sois riche ». Et en Europe, j'y réfléchissais un petit peu et je me disais qu'en fait, Paris et les villes européennes en général, comme Paris, Rome, la Grèce de façon générale, mais je sais que c'est pas une ville, c'est un pays, mais on pourrait dire Athènes, le message que ça nous renvoie, c'est que c'était mieux avant. Et qu'en fait, il y a une grandeur passée, que la France, à un moment, elle a dominé le monde, que l'Italie, à un moment, elle a dominé le monde, que la Grèce, à un moment, elle a dominé le monde, mais que du coup, ça va être dur de faire beaucoup mieux que ça. Et donc, en fait, le message que renvoie, je trouve, l'Europe de façon générale, c'est c'était mieux avant, et les gars, pour réussir à faire mieux dans le futur, ça va être chaud, donc on est plutôt sur une pente un peu descendante. Et c'est vrai qu'en France, le nombre de Français qui dit ah, c'était mieux avant, ça arrive quand même vraiment tout le temps. Donc c'est pas forcément un message super
encourageant parce que ce qu'on vous dit, c'est que le passé était mieux que le présent et que le futur sera moins bien que le présent. Alors qu'à Dubaï, c'est exactement le contraire. Dubaï, c'est la ville du futur. Le message que te renvoie la ville, c'est que demain sera mieux qu'hier. Le message que te renvoie la ville, c'est que tout est à construire, que tout est possible. Ils ont quand même réussi à construire une ville dans le désert et c'est une ville où tout marche bien. Et en plus, ça se construit tout le temps. Quand vous vous baladez à Dubaï, quand vous prenez des voitures, il y a des projets immobiliers dans tous les sens. Donc l'idée de Dubaï, c'est que vraiment tout est possible et que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Et je trouve que quand tu es entrepreneur, ça aide quand même beaucoup d'être très positif et donc d'être très optimiste et donc d'être entouré tout le temps par ce type de message. Autre gros point positif de Dubaï, c'est que tout ça, ça te pousse à voir plus loin. Par exemple, moi, je fais autour de 500 000 € par mois de chiffre d'affaires. Quand j'étais en France, alors je faisais un petit peu moins, mais j'habitais à Lyon, je faisais déjà partie des meilleurs entrepreneurs. Et honnêtement, j'en ai pas trop vu qui faisaient plus que moi à mon niveau. C'est-à-dire, oui, il y a des milliardaires à Lyon, mais bon, j'arrivais pas à rentrer en contact avec eux. Ils étaient vraiment beaucoup trop loin. C'était dans des domaines très différents. À Paris, il y a des bons entrepreneurs, mais c'est pareil. Il n'y en a pas tant que ça. Et donc, en France, je sentais que je faisais un peu partie quand même des bons entrepreneurs, ça c'est sûr. Peut-être des meilleurs entrepreneurs sur ma génération. Évidemment, je ne veux pas me comparer à des milliardaires, à des personnes comme ça. À Dubaï, ce qui est bien, c'est que tu arrives, tu fais 500 000 € par mois, tu es vraiment un tout petit joueur. Ici, tu vois des Rolls-Royce, des Ferrari partout. Et donc, tu te dis, ah oui, finalement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ici, franchement, je me sens presque pauvre, mais dans le bon sens du terme, c'est que j'ai pas un énorme appart comparé à ce que plein d'autres personnes ont. J'ai pas une grosse voiture comme plein d'autres personnes ont. Et en fait, voilà, on se dit vraiment, ah oui, il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés que moi. Et en plus, on voit pas que des Français. Il y a des Français, mais en vrai, je traîne pas beaucoup avec les Français, donc je pourrais même pas dire. Mais c'est vrai que tu les vois, il y a les Indiens, il y a les Américains, il y a vraiment plein de nationalités différentes qui sont tous quand même très forts. Donc moi, ça me fait me sentir un petit peu nul, mais des fois c'est bien, on a besoin d'être dans la salle où il y a que des gens qui sont plus forts que nous. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez unique à Dubaï. Et en plus, ce qui m'amène sur le point d'après, c'est que Dubaï, c'est un endroit très multiculturel. Alors ça fait un petit peu bateau de dire oui, c'est multiculturel, il y a des gens de partout, mais ce qui est ouf, c'est que je pense que c'est un des seuls pays au monde qui a réussi à faire en sorte que le pays soit autant multiculturel et que pourtant tout le monde s'entende bien et que tout se passe bien. Alors je sais pas si c'est parce que tout le monde s'entend bien, c'est peut-être aussi parce que les règles sont très strictes et du coup personne ne les dépasse, mais c'est aussi parce que, à mon avis, Dubaï attire les gens du monde entier et ils prennent que la crème de la crème. C'est-à-dire que ici, moi, quand je vais jouer au foot, tous les mecs, ils sont super chauds, il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais je trouve que c'est un petit peu, il y a des Italiens, il y a des Allemands, il y a des Anglais, il y a des Russes, et en fait, tu prends que la crème de la crème de tous les pays. Donc tu as le meilleur des Anglais, le meilleur des Allemands, le meilleur des Italiens, et tout le monde se comporte super bien et donne le meilleur de lui-même. Moi, quand j'allais jouer au foot en France, ça partait presque tout le temps en baston. À Dubaï, je peux vous dire que ça arrive jamais et tout le monde est très cordial. Et de la même façon, je trouve que les gens arrivent super bien à vivre ensemble ici. C'est pas un mythe. Il y a des personnes sur la plage qui sont en maillot, vous savez, intégral, donc un peu comme les burkas, mais pour aller dans la mer. Et il y a d'autres filles qui sont en bikini. Et pourtant, les deux personnes peuvent être sur la même plage et complètement cohabiter. Dans le même thème, ce qui est impressionnant à Dubaï, c'est évidemment le niveau des entrepreneurs et du coup le niveau des connexions que vous pouvez faire ici. Par exemple, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai été invité sur l'île de Branson. J'ai participé à son mastermind. Et évidemment, réussir à être invité sur l'île du milliardaire anglais Richard Branson, celui qui a créé la marque Virgin. Donc, c'est les Virgin Megastore, la marque Virgin Mobile, Virgin Records, les avions Virgin Airlines. C'est Richard Branson qui l'a fait. Et il a une île privée. Alors, il a plusieurs îles privées. Mais il y a une île privée qui s'appelle Necker Island, qui est une île absolument incroyable. Donc, j'ai été invité à aller dessus avec mon petit frère Edouard. Et j'ai pu accéder à ça parce que le premier week-end où je suis arrivé à Dubaï, j'ai été invité sur un yacht par un entrepreneur. Il y avait plein d'autres entrepreneurs. J'ai sympathisé avec un entrepreneur croate que je ne connaissais pas du tout avant. On s'est bien entendu. Et quelques mois plus tard, il m'a envoyé un message pour me dire « Ah, ce serait chouette si tu venais avec moi et ton frère
atterrir sur l'île de Branson. Et du coup, on a pu y aller. Alors évidemment, il y avait des process pour... c'était pas juste être invité, il fallait être parrainé, après remplir une candidature, etc. Donc, comme un mastermind. Mais en tout cas, évidemment, ça a créé des connexions de ouf. Ça nous a permis de rencontrer Branson, qui pour moi, en plus, ça avait une saveur particulière parce que Branson, c'est mon idole. C'est une de mes idoles, celui qui m'a donné envie de devenir entrepreneur. Quand j'ai lu son livre Losing My Virginity, je devais avoir 20 ans. Je connaissais rien à l'entrepreneuriat. Je me suis dit, ah, ça a l'air cool quand même. Donc, niveau des connexions, évidemment, incroyable ici. Autre grosse différence par rapport à la France, c'est que Dubaï, c'est une ville d'outsiders. La France, c'est un pays d'insiders. Ça veut dire que vous pouvez très bien réussir si vous avez les bonnes connexions, si vous avez les bons appuis, je sais pas, au niveau de la justice, au niveau des personnes qui font les lois, etc. Bah, ça peut très bien marcher pour vous. D'ailleurs, vous le voyez, des personnes comme Bernard Arnault, la façon dont elles ont fait leur fortune, c'est quand même en ayant des connexions suffisantes pour pouvoir racheter à prix cassé une boîte en étant plus ou moins subventionné par l'État français. C'est comme ça quand même que Bernard Arnault, il a réussi à racheter Boussac dans les années 80, je crois, ou 90, parce qu'il était très proche du gouvernement. Il a racheté Boussac, il a dit qu'il ne virerait personne. Finalement, il n'a pas tenu parole, il a viré tout le monde. Et il a gardé qu'une seule chose, c'était la pépite qu'il voulait depuis le début, c'était Dior. Et Boussac, il l'a racheté grâce à l'argent que lui a prêté l'État français. Bon, bref, longue histoire, mais pour vous dire que Bernard Arnault, c'est vrai que c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire, mais c'est quand même des moves d'insider. Même si vous regardez, par exemple, Xavier Niel, c'est vrai qu'à la base, c'est un outsider, mais il y a quand même, je pense, pas mal de moves d'insider. Alors, en France, on peut y arriver. Moi, je connaissais personne, j'avais aucune connexion. J'ai pris aucune aide publique de l'État, j'ai fait aucun prêt et j'ai réussi à très bien m'en sortir quand même. Je suis devenu millionnaire. Mais si je voulais devenir milliardaire, bah, je sens qu'il y aurait d'autres moves qu'il faudrait que je fasse qui ne sont pas des moves d'outsider, c'est des moves d'insider. Donc, en France, on peut réussir, mais voilà, à un moment, il faut quand même avoir des appuis, des choses comme ça. Versus Dubaï, ce qui est trop bien à Dubaï, c'est qu'on sent que c'est une ville d'outsiders. Ils font en sorte que tout soit très facile pour les gens qui viennent de l'extérieur. Et Dubaï, ils sont malins parce que du coup, ils veulent attirer les gens qui sont talentueux. Et ça se voit, je vais vous raconter, je vais vous prendre un exemple. Il y a eu la guerre au Liban. Dubaï, ils ont fait un truc super smart. Ce qu'ils ont fait, c'est que, bon, vous savez, Dubaï, il y a les Émirats Arabes Unis, il y a plusieurs Émirats, il y a Dubaï, il y a Abu Dhabi, il y a Sharjah. Sharjah qui est juste de l'autre côté de l'aéroport. Et donc, pour avoir un visa, à Sharjah, avant, c'était, je crois, 5 000 $. Là, ils ont vu la guerre au Liban. Et alors, il faudrait fact-checker, je suis pas sûr à 100% des chiffres, mais ils ont dit aux Libanais, OK, là, on va faire une réduction sur le visa. Le visa coûte plus que 500 $. Et donc, comme ça, bah, ils vont attirer à eux tous les gens, tous les Libanais qui sont talentueux, qui cherchent à fuir le Liban. Et donc, Dubaï, ils sont malins sur ça parce qu'ils font toujours des moves pour attirer des gens qui sont forts. Donc ici, pareil, tout est ultra rapide pour faire le papier au niveau de l'administratif. Ils sont jamais relous. On sent qu'ils sont pro-entrepreneurs. Par exemple, quand je suis arrivé à Dubaï, je devais faire mes papiers. Je suis arrivé un lundi matin. Le mardi matin à 9 h, il y avait le mec qui s'occupait des papiers qui est venu me chercher en bas de mon hôtel. Il m'a fait faire le tour de tous les trucs administratifs qu'on devait faire, les empreintes. Alors ici, on doit faire même des radios des poumons pour voir qu'on n'a pas des grosses maladies. On doit faire des tests sanguins, des tests de MST pour voir, parce qu'ils veulent pas, je pense qu'on ramène des maladies cheloues. Mais bon, c'est le jeu. Et donc, j'ai fait tout ça. Tout ça, ça se fait en une journée. Et je pense 2-3 jours plus tard, j'avais mon Emirates ID. Et du coup, je pouvais vraiment devenir résident Dubaïote. C'est allé incroyablement vite. Et d'ailleurs, autre exemple sur ça, c'est que quand vous arrivez à l'aéroport de Dubaï, et c'est aussi dans tous les malls, et ça, je trouve ça extraordinaire, vous pouvez voir ce qu'on appelle les 8 principes de Dubaï. Et en fait, du coup, vous pouvez voir, c'est les valeurs de Dubaï, ce en quoi ils croient. Et dedans, il y a quelque chose, il y a un moment où ils disent « Dubaï is a land for talent ». Et en fait, là, vous voyez ça en sortant de l'aéroport. Bah, moi, je me dis, OK, je suis au bon endroit. C'est là que je veux être. Moi, je me sens talentueux. Je veux être dans un endroit qui accueille les gens talentueux. Je rêverais que la France fasse des choses comme ça. Vous savez, il y a les 8 principes de la France. Alors, je sais, on a liberté, égalité, fraternité, qui sont les 3 grosses valeurs. Mais les principes de Dubaï, vous pouvez les regarder. On peut les afficher ici. C'est vraiment très, très stylé. Donc, quand je vois des choses comme ça, je me dis que je suis au bon endroit versus
en France. Le problème en France, hein, c'est que quand vous commencez à faire de l'argent, à gagner de l'argent, l'État va essayer de vous en prendre par tous les moyens possibles. Et je trouve qu'il y a des choses qui sont quand même pas très justes. Par exemple, quand on voit le projet de finances qu'ils essaient de lancer, ils disent « Ah, on fait ça et en plus, on va le mettre rétroactif sur les 30 dernières années. » Je fais bon, sans commentaire en vrai. Donc, Dubaï, c'est un pays qui est super accueillant. Un autre exemple, vous voyez, le cofondateur de Telegram, Pavel Durov, il est arrivé en France. De ce que j'ai compris, et en ayant quelques entrepreneurs français qui sont bien connectés, l'histoire selon laquelle il était invité par Emmanuel Macron pour dîner à l'Élysée serait quand même vraie. Et le mec se fait arrêter par la police française. Versus Pavel Durov, donc il vit à Dubaï. Vous savez, Telegram, c'est ce qui est utilisé par plus d'1 milliard de personnes. Je crois que c'est une application énorme, presque aussi grosse que Messenger. Si vous ne savez pas qui c'est Pavel Durov, évitez de lire les articles faits par Le Monde, Le Figaro ou des choses comme ça qui on a l'impression que c'est un trafic contre drogue, le mec, quand vous lisez les articles des médias français. Allez plutôt voir sur Twitter ou regardez les interviews qu'il a fait qui sont super intéressantes, dont une avec le journaliste américain Tucker Carlson qui est super intéressante. Et en fait, il explique dedans, Pavel Durov, qu'il a dû quitter la Russie parce que la Russie l'embêtait, qu'il voulait prendre la main sur... avant, il avait créé un copycat de Facebook, donc il l'embêtait avec ça. Il voulait prendre la main sur Telegram, etc. Et donc, il a été obligé de fuir la Russie, son propre pays. Il est venu habiter à Dubaï, et à Dubaï, il explique que le gouvernement ne lui a rien dit. Le gouvernement ne lui a jamais rien demandé. Le gouvernement ne lui a jamais mis aucune pression. Et il disait, c'est le seul pays au monde où j'ai eu ça. C'est-à-dire qu'en Russie, il se faisait embêter. Il est allé aux États-Unis, il s'est fait agresser, il s'est fait attaquer. Il lui voulait plein de trucs. À Dubaï, ce genre de choses, ça n'arrive pas. Donc voilà, ça, je trouve que c'est un super exemple. Super incroyable entrepreneur. Et je trouve que voilà, la façon qu'a Dubaï de se comporter avec lui est incroyable. Et d'ailleurs, quand il s'est fait arrêter par la France, les Émirats ont fait un communiqué en disant qu'ils s'opposaient, etc. Je dis pas que sur la scène diplomatique, les Émirats ont pour l'instant un énorme poids, mais quand même, on voit que ça va dans le bon sens et qu'ils cherchent à se faire entendre. Autre point, c'est que Dubaï, ça marche bien. Voilà, tout simplement, Dubaï, ça marche bien. Les restaurants ici, ça marche bien. Les taxis ici, ça marche bien. Vous prenez votre application, vous cliquez sur un bouton, 1 minute après, vous avez un taxi, ça marche bien. Le taxi, il est toujours sympa. À chaque fois que j'arrive en France, je sors de l'aéroport, je prends un Uber, le mec ne sort même pas de sa voiture, il ne me dit même pas bonjour, et après, il commence à me parler en se plaignant de la France et du gouvernement français. À Dubaï, les taxis, ils ont une vie beaucoup plus dure. Pourquoi est-ce qu'ils ont une vie dure d'ailleurs? Ça, c'est intéressant de l'expliquer parce qu'il y a plein de gens qui ont une fausse image. Les chauffeurs de taxi à Dubaï, ils peuvent gagner très bien leur vie. Ils peuvent gagner plus d'argent qu'un chauffeur de taxi français parce qu'il n'a pas de taxes, le chauffeur de taxi à Dubaï. Donc ça, c'est quand même un gros avantage versus le chauffeur de taxi en France. Mais le truc, c'est que le chauffeur de taxi à Dubaï, souvent, c'est un Pakistanais. Alors, je sais pas pourquoi il y a une diaspora des Pakistanais, mais ils sont presque tous Pakistanais. Et en fait, le truc, c'est que là-bas, ils font vivre toute leur famille. Donc, ils font vivre souvent leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs femmes, des fois ils ont des enfants, donc il y a 10 personnes qui vivent grâce à leur salaire. Donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de s'entasser tous dans des dortoirs. Parce qu'en gros, ils pourraient avoir un super appart. Moi, je lui ai déjà dit, pourquoi tu fais pas venir ta femme et puis vous prenez un appart, tu prends un appart tout seul. Et il me dit, bah, je pourrais payer, mais le truc c'est que du coup, je pourrais plus aider autant de personnes après. Donc c'est un vrai choix qu'ils font. Mais les chauffeurs de taxi, sinon, bah, après, bah, ils travaillent comme des fous et ils sont quand même toujours sympas. C'est vraiment des hard workers et bah, ça fait du bien de voir des gens qui se donnent quand même, versus en France où les gens se plaignent très rapidement. Et donc, à Dubaï, vous avez une qualité de service qui est extraordinaire. Vous allez dans les hôtels, dans les restaurants, n'importe où, c'est propre absolument. Partout, c'est clean absolument. Partout, c'est évidemment ultra safe. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais franchement, c'est assez ouf. Donc, c'est très, très agréable de vivre ici. Ensuite, au niveau de vous avez la plage. Et le soleil absolument tout le temps. Là, on peut pas le voir derrière moi, mais c'est le coucher du soleil. Et ça, c'est quand même chouette, surtout quand en France, bah, une bonne partie de l'année, il fait pas très beau. À Dubaï, il fait tout le temps beau, tout le temps en grand ciel bleu. Et il y a la plage juste à côté. C'est un kiff personnel. Mais là, je suis à 5 minutes de la plage. Et quand j'étais petit, moi, je vivais au fin fond de la Lorraine, où l'hiver, parfois, il faisait -20 degrés. Bah, je peux vous dire que là, quand vous êtes en octobre, novembre, et qu'il fait très beau, très, très chaud,
enfin pas très chaud, mais en plus c'est maintenant le meilleur moment. Ça fait du bien, c'est bien pour... en plus, vous savez, c'est prouvé hein, quand même que le soleil, c'est bon pour le moral. Je me souviens même qu'il y a un fonds d'investissement qui était spécialisé là-dedans aux États-Unis. C'est-à-dire, je regardais les boîtes qui étaient basées sur je sais plus trop quel endroit en fonction du taux d'ensoleillement et il s'était rendu compte que généralement, ces boîtes avaient des meilleures performances. Donc, c'est un vrai truc. Ensuite, à Dubaï, ce qui est bien, c'est qu'on peut être très focus. Ça, je saurais pas dire exactement pourquoi c'est comme ça, parce qu'à la fois à Dubaï, on peut faire plein de choses différentes, mais en même temps, eh ben, je fais que travailler. J'ai même surnommé mon appart le temple du travail. Et je pense qu'en fait, c'est juste qu'ici, tout est tellement efficace et tellement bien structuré que je peux me concentrer juste sur le travail et que aussi, la plupart des amis que j'ai ici sont des entrepreneurs comme moi et donc, ils travaillent tous aussi beaucoup et ça arrive jamais qu'il y ait quelqu'un qui me dise « Ah tiens, vas-y, viens, on va prendre un verre ce soir. » Alors, c'est très très cool en France. Moi, j'adore faire ça aussi. On se pose en terrasse à Paris ou à Lyon, on va prendre un petit verre. Mais c'est qu'ici, ça arrive pas trop. Des fois, on peut se faire des restaurants, des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que tout le monde est très focus. En plus, par exemple, ma salle de sport, elle est évidemment dans ma tour. Donc, ça me prend 5 minutes pour aller faire mes séances de sport. Aussi, à Dubaï, j'ai une maid. Il y a quelqu'un qui me fait à manger, il y a quelqu'un qui fait le ménage. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment sous-cotées en France. Mais après, en France, je l'avais déjà. Mais avoir quelqu'un qui vous fait à manger, et je sais que ça peut sembler un peu assisté quand on dit ça en France, mais vous allez par exemple aux États-Unis, c'est complètement normal. Mais en France, c'est vrai que c'est pas très bien vu. Mais si vous avez quelqu'un qui vous fait à manger, quelqu'un qui fait le ménage, déjà, ça vous enlève beaucoup de temps. Ça vous enlève beaucoup d'espace mental. Pareil pour les courses ici, vous pouvez tout vous faire livrer super rapidement. Donc, l'avantage à Dubaï, c'est qu'on peut être extrêmement focus. J'ai l'impression qu'il y a vraiment zéro perte de temps et c'est peut-être aussi lié au fait que toutes les personnes qui viennent ici, elles sont ultra motivées et c'est vrai qu'à Dubaï, c'est ça qui est dur, hein, c'est que par contre, si tu gagnes pas d'argent, tu peux pas rester. Il n'y a pas de filet de sécurité ici. La sécurité aussi, évidemment, un point très important. Moi, j'ai de la chance d'être un mec dans le sens où je suis beaucoup moins embêté que les filles en France, mais c'est vrai que j'ai quand même une sœur et en France, le nombre de fois où elle se fait embêter dans la rue ou juste le fait d'avoir peur de rentrer chez soi le soir trop tard, que même prendre un Uber, c'est plus quelque chose qui est safe. Et c'est quand même hallucinant. Moi, le nombre de filles que j'ai rencontrées qui se sont faites violer dans leur adolescence ou quand elles étaient plus âgées, enfin, c'est hallucinant. Et je veux dire, c'est un trauma, mais qui peut ruiner ta vie. Donc, à Dubaï, des choses comme ça arrive extrêmement rarement. Alors après, je sais, ce qu'on dit aussi sur Dubaï, c'est que les médias sont très contrôlés, c'est vrai. Du coup, on connaît pas les vraies infos, c'est vrai aussi. Mais je peux vous dire ici que c'est très safe dans le sens où j'ai jamais entendu quelqu'un, ou une fille en tout cas, qui se sentait en insécurité. Et puis après, de toute façon, à Dubaï, il y a quand même des caméras de sécurité partout. Il y a des agents infiltrés de la police absolument partout, même dans les boîtes de nuit, à la plage, etc. Donc vous les voyez même pas. J'avais entendu une histoire, et c'était quelqu'un qui m'avait raconté ça. À l'aéroport, s'ils trouvent que vous avez un comportement suspect, ils vous mettent directement en filature. Donc il y avait un Anglais comme ça, ils avaient trouvé que son comportement était un peu suspect. Ils l'ont mis en filature, ils l'ont arrêté après 4 jours pour je sais plus quoi, ils lui ont fait des tests, il avait encore de la drogue, il a fini en prison. Alors après, je sais pas combien de temps en prison, mais bon, ça c'est vrai que Dubaï, il n'y a pas de pitié, hein. C'est vraiment la règle, c'est la règle, et il n'y a pas de tolérance. J'ai l'impression qu'il y a tolérance zéro, mais bon, ce qui fait qu'il y a très peu d'insécurité, que tu es une fille, tu peux te balader super tard, le soir, etc. Après, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était dans les quartiers où il y avait beaucoup d'Européens, beaucoup d'Occidentaux, beaucoup d'Américains, et que les endroits où il y avait que des Indiens, que des Pakistanais, apparemment Dubaï, ils mettraient moins d'intensité au niveau de la sécurité dessus. Je sais pas exactement ce qu'il en est. C'est possible que ce soit vrai, mais en tout cas, quand tu es une fille, ici, tu te fais jamais embêter. Ma soeur, elle a vécu pendant 3 ans à Dubaï et elle était choquée à chaque fois qu'elle revenait en France. Elle se balade une après-midi dans la rue, elle se fait harceler dans tous les sens, quoi. Donc, au niveau de la sécurité pour les filles, je trouve ça extraordinaire. Si vous avez des enfants, c'est aussi incroyable. Puis même ici, moi, quand je vais à la plage, je laisse mes affaires, je laisse mon téléphone. Il n'y a jamais personne qui va venir me les prendre. Versus quand je suis rentré en France cet été, j'ai laissé mes bagages dans le train. Je veux dire, normal, je suis dans le train, je prends le train, mes bagages sont dans le train.
Et en fait, il y avait juste un arrêt entre Paris et Lyon. J'arrive à Paris, je cherche mes valises avaient disparu. Je suis allé voir les policiers, ils m'ont expliqué qu'en fait, ça arrivait à peu près tous les jours, qu'au seul arrêt qu'il y avait, je sais plus où c'était, un Shannon ou quoi, il y a des personnes qui arrivent, ils se mettent sur la voie, ils prennent les valises et ils les sortent. Alors qu'en plus, c'était des valises, c'était pas des Rimowa, hein. C'était des vieilles valises toutes pourries qui donnaient l'air de rien, mais c'est vrai qu'elles étaient faciles à prendre. J'étais au rez-de-chaussée et ils me les ont prises. Alors qu'en plus, j'avais pas fait le mec qui venait de Dubaï en mode genre oui, ah non, c'est bon, j'ai oublié qu'il y avait des vols en France, etc. Mais là, j'étais surpris parce que t'es pas tape à l'œil. Donc ça, c'est pour la sécurité, mais la sécurité, c'est un point extrêmement important. Ensuite, à Dubaï, ce qui est trop cool, c'est que tu peux faire absolument toutes les activités. Faire de la moto, on peut faire du wakeboard, je peux faire du foot. Il y a une application qui est super bien faite. Du coup, je joue au foot énormément. On peut faire du cheval, on peut aller se balader dans le désert, on peut aller à la mer, on peut faire du surf même l'hiver, on peut faire beaucoup de kitesurf. Franchement, je pense qu'il n'y a pas une activité qu'on peut pas faire. On peut même faire des randonnées. Alors évidemment, ça va pas être la même forêt que la forêt française, mais il y a un petit peu de relief et c'est quand même super sympa. Et de toute façon, Dubaï, c'est aussi géographiquement très bien placé. Donc, c'est très facile de voyager partout. C'est vraiment un hub central pour voyager partout dans le monde. Facilement, c'est juste à 6 heures de la France. Vous pouvez aller en Asie très facilement, dans tous les pays du Moyen-Orient. Et en plus, Dubaï s'occidentalise de plus en plus. Ça veut dire qu'avant, beaucoup de choses étaient fermées le week-end. Maintenant, c'est plus le cas. Avant, je sais que c'était impossible de vivre avec une fille si c'était pas ta femme. Maintenant, ça a changé. Donc, la tendance, elle est à l'accueil. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est voir dans quel sens les choses vont. Et je trouve qu'à Dubaï, les choses, elles vont dans le bon sens. Alors ça, c'est pour tous les points positifs, mais évidemment, il y a quand même quelques points négatifs, sinon ça ferait un petit peu trop fanboy de Dubaï et on va éviter ça. Alors, un des points négatifs, c'est que finalement, Dubaï, même si c'est trop cool, ça reste pas ton pays. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein. On n'est pas très loin du Liban, on n'est pas très loin de l'Iran. L'Iran, c'est vraiment juste de l'autre côté. Il y a des endroits où parfois, ça se passe bien au début et ça tourne mal, ce qui a été le cas de l'Iran. Quand on compare l'Iran, je crois que c'était dans les années 70, c'était vraiment bien, ça a périclité complètement. Le Liban, à un moment, c'était ouf, et puis finalement, aujourd'hui, c'est quand même moins ouf. Donc, on ne sait pas. Est-ce qu'à Dubaï, il peut se passer la même chose? Peut-être. Le Cher, pour l'instant, il semble être très bien, mais je ne sais pas, imaginons qu'il a un accident et que du jour au lendemain, il meurt. Et on ne sait pas qui reprend la suite, mais la personne qui reprend la suite, c'est une mauvaise personne. Ah bah là, on est un petit peu eu. S'il y a des Français qui font des dingueries, et que d'un coup, l'émirat de Dubaï, il dit plus de Français, tous les Français, c'est ciao. Bah tu vois, peut-être qu'on peut rien faire. Et j'en sais rien, je sais pas comment ça se passe, mais peut-être que l'argent sur tes comptes en banque, ils disent en fait, tu croyais que c'était ton argent, donc maintenant c'est l'argent de Dubaï, parce que tu as fait ça et qu'on s'est dit, on sait pas, ça reste une dictature, c'est vrai. Et donc je sais pas, ils peuvent prendre ton appart, ils peuvent peut-être prendre même ton argent. Franchement, j'en sais rien du tout. Donc c'est ça le truc, c'est que même si c'est un pays ultra accueillant et que les probabilités que les choses dont je viens de parler arrivent sont super faibles, mais pas inexistantes non plus, pas négligeables non plus. Et là, par exemple, avec mon frère, on hésitait à acheter un appartement. On se dit, ouais, mais imaginons que ça arrive, que d'un coup tout s'écroule. C'est possible. Vous savez, il y a un livre qui s'appelle « Il n'y a que les paranos qui survivent ». Il faut se préparer au pire, mais attendre le meilleur. Donc ça, c'est un des points problématiques. Moi, je suis français, j'adore la France, j'adore Dubaï, mais je suis pas émirati et c'est très dur de devenir émirati, limite impossible. Donc c'est pas quelque chose sur lequel je compte. Dubaï aussi, c'est vrai que c'est cher. Et pour les personnes qui n'ont pas le budget, c'est pas donné. Alors vous pouvez vivre à tous les niveaux. Il y a des personnes, il y a une classe moyenne qui se développe à Dubaï. Mais bon, pour kiffer un peu, il faut avoir un peu d'argent. Pour vous donner une idée, je dépense autour de 10 000 € par mois. Et avec 10 000 € par mois, je me restreins pas. J'ai un appart qui est très cool. Et j'ai une vie qui est quand même très chouette. Donc voilà, quand vous avez 10 000 € par mois, vous êtes quand même plutôt très bien. Si vous avez 5 000 € par mois, je pense que vous pouvez être très bien aussi. Après, peut-être que vous aurez des appartements bien placés, etc. Mais après, c'est sûr que Dubaï, c'est un petit peu cher. Et quand je rentre en France, même quand je rentre à Paris, j'ai l'impression que Paris, c'est pas cher. Moi, tous les soirs, quand j'achète un truc sur Deliveroo,
Moi, c'est parce que j'achète de la viande de qualité, etc. Mais j'en ai pour 60 euros. Et c'est vrai que pour 60 euros à Paris, vous pouvez aller dans un super resto. Donc Dubaï, c'est bien, la qualité de service est ouf, la nourriture est bonne, mais c'est cher. Qualité de l'eau et qualité de l'air. Alors ça, c'est vrai que moi, j'ai de la chance d'être encore jeune et d'être en bonne santé. Donc j'ai pas des gros problèmes. Je suis pas quelqu'un qui a la santé fragile. Je suis pas souvent malade. Mais si vous avez un peu la santé fragile, j'entends beaucoup de personnes qui ont des maladies respiratoires qui se développent, qui ont des infections pulmonaires, des choses comme ça, parce qu'apparemment la qualité de l'air serait pas ouf du tout, notamment à cause de la grosse usine de désalinisation qui est d'ailleurs pas très loin par là. Et ça, je pense que c'est vrai. Et la qualité de l'eau, pareil. Je pense ça parce qu'en fait, je pensais à une petite anecdote quand on est arrivé avec mon frère dans l'appart. On avait commandé des meubles chez Ikea et encore une fois, pour vous donner un exemple de service que vous pouvez avoir des mecs qui viennent monter tous vos meubles Ikea. Ils viennent ici pendant le temps qu'il faut, plusieurs heures pour monter. Donc nous, ils sont arrivés à 3 et on leur a dit, ah oui, bah si vous voulez, là, vous pouvez vous servir, c'est l'eau du robinet. Nous, avec mon frère, on était là depuis une semaine et ils nous ont dit, ah non, nous, on boit pas l'eau du robinet. Alors on s'est dit, pour que même eux, là, ils veuillent pas boire l'eau du robinet, c'est que, à mon avis, l'eau du robinet, elle est vraiment pas bonne à boire. C'est vrai, elle est potable, on va pas être malade sur le coup, mais c'est pas bien. Et Edouard, il l'a bu pendant un mois, donc Edouard, mon petit frère, et il commençait à sentir qu'il y avait des trucs qui allaient pas très bien dans son corps. Donc faut faire attention. Et pareil au niveau de l'eau, donc nous maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on achète de l'eau en bouteille en verre. Parce que ce qu'on m'a dit, je sais pas à quel point c'est vrai, mais c'est que les eaux en bouteille en plastique, elles sont parfois entreposées dans des entrepôts où il peut faire 50 degrés. Donc il y a le plastique qui ça fond pas, mais du coup pas ouf pour la qualité de l'eau. Donc maintenant j'achète de l'eau en bouteille en verre. Alors c'est vraiment un truc de riche, j'avoue. Et du coup j'ai juste de l'Aquapana, des grosses bouteilles d'Aquapana et de San Pellegrino en verre. C'est assez marrant, bon ça me coûte un peu cher. Je pense qu'avec Edouard, du coup on doit dépenser 1000 euros par mois en eau. On boit beaucoup d'eau. Mais bon, voilà, ça fait partie des choses un petit peu moins bien. Pareil, il faut mettre des filtres un peu partout, des filtres pour la douche, des filtres pour la clim. Voilà, donc ça c'est vrai qu'au niveau de la qualité de l'air et de la qualité de l'eau, c'est pas ouf. Et après, dans le même thème sur la clim, c'est vrai que, imaginons il y a quelqu'un qui coupe la clim à Dubaï, je pense que tout le monde meurt un peu quand même. En tout cas, on est vraiment mal. Et c'était un ami entrepreneur américain qui m'avait dit ça, il m'a dit, ah non, j'avais visité Dubaï, c'était pas mal, mais je me suis dit, t'es dans le désert, ta survie dépend de la clim, imagine, il y a un problème, la clim se coupe. C'est vrai que la clim se coupe en plein été, tu tiens pas très longtemps quand même. T'es au milieu du désert, au milieu du Moyen-Orient, bon c'est vraiment les pires scénarios. Mais vous voyez l'idée, bon, on est quand même très dépendant de ça. À Dubaï, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de nature, il n'y a pas beaucoup de forêt. Il y a des arbres quand même, ils mettent des arbres, il y a des golfs, il y a des choses comme ça. Alors, on va me parler des désastres écologiques et tout. J'ai pas d'avis sur la question, même si oui, évidemment, je conscientise que c'est pas ouf de faire ça. Il n'y a pas de forêt, mais par contre, dire qu'il n'y a pas de nature, je trouve que c'est pas vraiment exact. Parce qu'il y a quand même la mer. Et la mer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a la plage, mais c'est vrai que même moi, qui suis pas un fanat de la nature, quand je rentre en France, je suis content de voir une forêt. C'est apaisant, même quand je regarde des films français à la télé, je dis waouh, cette forêt, elle a l'air vraiment stylée. J'aimerais vraiment trop y aller. Ça, c'est vrai que ça manque un petit peu. Ce qui est moins bien aussi, c'est les infrastructures qu'on appelle un peu business. Pour l'administratif, tout marche bien, mais par exemple pour les banques, c'est pas incroyable. En vrai, les banques à Dubaï, et moi, je me plaignais des banques en France, mais en vrai, avec le recul, les banques en France, ça marche vraiment bien. Dans le sens où vous avez des solutions comme Conto, les choses comme ça, c'est quand même vraiment bien fait. Pour vous dire à Dubaï à quel point c'est complexe, pour ouvrir un compte bancaire pro, on a dû payer quelqu'un pour qu'il nous aide à le faire. Il faut faire une lettre de motivation, il faut faire etc. Et c'était vraiment pas facile. Et du coup, pour le pro et le perso, on a dû demander à quelqu'un, on a dû payer quelqu'un quand même 2-3 000 euros, je crois, pour qu'il nous aide à le faire. Donc ça, c'est vrai que je sais pas pourquoi ça va pas évolué assez vite par rapport au reste. Autre point un peu négatif, c'est vrai que c'est la réputation de Dubaï, alors surtout en France et en Europe. C'est un truc que Dubaï, pour l'instant, ils ont pas très bien géré, c'est leur réputation. C'est-à-dire que quand vous dites Dubaï en France, les gens, ils me sortent toujours les mêmes clichés. Et les seuls qui me disent « Ah oui, tu as raison d'y aller », c'est les chauffeurs Uber. Ils sont généralement, vous savez, c'est les Français marocains, Français algériens et tout. Eux, ils adorent Dubaï, ils sont souvent déjà allés. Mais sinon, les autres, c'est « Ah ouais,
Ah d'accord. Dans leur tête, c'est une dictature. C'est les influenceurs type Nabila. C'est les gens qui veulent échapper au fisc. Alors que je répète que ce qu'on fait à Dubaï, c'est légal. Hein. Moi, je fais aucun truc illégal. C'est pas de l'évasion fiscale ou des choses comme ça. Hein. C'est 100% légal. Donc c'est vrai que ça, c'est très mal vu. Et je sais pas pourquoi il y en a qui pensent aussi qu'à Dubaï, les terroristes peuvent se cacher. Ce qui est absolument pas vrai. Hein. D'ailleurs, Dubaï déteste ça. Et donc, ils collaborent souvent avec la police française que j'ai déjà vu intervenir dans des reportages, je crois, à Dubaï. C'est-à-dire qu'ils laissent les policiers français venir chercher les Français qui foutent la merde parce que Dubaï veut justement pas du tout de ce type de personnes. Donc, très mauvaise réputation. On a aussi cette idée selon laquelle Dubaï vole les passeports. Alors, ça, c'est... je pense, en vrai, ils volent pas les passeports, mais il y a différentes raisons qui font que par le passé, dans certains cas, ils peuvent avoir gardé les passeports, mais de façon temporaire, parce que vous savez, quand en gros Dubaï fait venir quelqu'un, il doit payer beaucoup d'argent, et pour être sûr que la personne ne reparte pas tout de suite, garder son passeport, ça c'est ce que j'ai compris. Mais sinon, quand on est à Dubaï, et j'ai une amie qui a une entreprise, une usine avec plus de 500 personnes dedans, donc elle m'expliquait quand même tout ce qu'elle doit payer en sécurité sociale, elle doit payer des billets d'avion pour pouvoir renvoyer la personne chez elle pour qu'elle puisse revoir sa famille. Il y a des normes très strictes, hein, vous savez, d'hygiène, qu'il y ait des douches pour les travailleurs, des endroits où ils puissent se reposer, etc. Ce qui fait qu'au final, un salarié à Dubaï comme ça coûte pas du tout moins cher que quelqu'un qui a le SMIC en France. Je suis pas sûr à 100% de ce que je dis, mais cette idée que Dubaï s'est fait sur le dos de personnes qui payaient très mal, c'est pas complètement exact. Mais en tout cas, Dubaï a cette réputation-là. Pareil pour l'écologie, même si en vrai, si vous comparez, c'est qu'à Dubaï, on utilise la clim, mais en France, les gens utilisent beaucoup de chauffage et ça choque pas les écolos pour autant. Bon, en tout cas, n'allons pas trop sur ce sujet parce que c'est un peu trop clivant et je suis pas assez expert. Autre point un peu négatif, c'est vrai que Dubaï, c'est un peu petit. En vrai, c'est juste le long d'une longue route. Alors, c'est grand, c'est plus grand que la majorité des villes, mais ça reste assez petit. C'est-à-dire qu'à un moment, on a fait un petit peu le tour. Ce qui est aussi, à mon avis, une des raisons pour lesquelles on est autant focus et on travaille autant quand on est à Dubaï. Concernant l'été, c'est vrai qu'il fait chaud. Alors ça, c'est le truc qu'on me sort à chaque fois. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, l'été à Dubaï est beaucoup plus supportable que l'hiver en France. C'est-à-dire que l'hiver en France, il fait froid, il fait noir, il fait nuit super tôt, etc. On n'est pas bien, on n'a pas envie de sortir, tout le monde est déprimé, c'est chiant, c'est un petit peu dur à vivre. Moi, j'étais à Salem et je sais qu'il y a plein de Français pour lesquels c'est un peu dur à vivre. Versus l'été à Dubaï, c'est vrai qu'il fait chaud, on peut pas trop sortir dehors, même si on peut tenir quand même 30 minutes, on va pas mourir. Mais au moins, il fait beau, il y a le ciel bleu et surtout, en fait, il y a la clim partout. Et comme il y a la clim partout, finalement, l'été, on le vit pas du tout mal. Et moi, cet été, j'étais en France, j'étais dans un appart à Paris qui avait pas la clim, j'étais au bout de ma life. Et je me suis dit, franchement, la prochaine fois, l'été, je le passe soit dans un appart à Paris qui a la clim, soit je préfère rentrer à Dubaï, parce que sinon, t'arrives plus à dormir, t'es trop mal, il fait chaud tout le temps. Donc finalement, l'été à Dubaï est possiblement mieux que l'été en France. Enfin, dernier point négatif, c'est que c'est vrai qu'on est dans une situation du monde qui est assez instable. L'Iran est juste en face, le Liban, Israël, etc. C'est pas très loin. Le Moyen-Orient, c'est un endroit qui est pas simple. Mon prof de géopolitique, quand j'étais en prépa, il disait tout le temps ça. Le Moyen-Orient, c'est un peu compliqué. Je sais pas pourquoi, mais il y a toujours eu des zones d'affrontement. On sait pas ce qui peut se passer. S'il y a quelqu'un qui pète un câble, franchement, ça peut vite partir dans le mauvais sens. Donc, il faut juste en être conscient. Donc, voilà les principaux points positifs, négatifs. Moi, j'ai voyagé dans plus de 50 pays dans le monde. J'ai fait beaucoup de capitales. Et selon moi, Dubaï, c'est mieux que Londres, c'est mieux que Miami, c'est mieux que Los Angeles. J'ai pas fait New York. Peut-être que New York est mieux, mais en vrai, je pense que Dubaï est mieux quand même. Et vraiment, je trouve que Dubaï est vraiment bien au-dessus de tout ça. Quand on me compare Dubaï à Miami, moi, j'étais plusieurs fois à Miami, je fais Dubaï est vraiment bien au-dessus. Après, moi, ma ville préférée, ça reste Paris. Et même si tout ne va pas bien en France et qu'il y a un petit peu trop d'impôts, j'adore la France parce que c'est beau, parce qu'il y a, je sais pas, des bonnes énergies. Mais juste après, il y a quand même Dubaï. Et vous, quelle est votre ville préférée? Dites-le moi en commentaire.